Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue à tous. Merci d'être là, merci d'être très nombreux, comme à chaque fois, et ça c'est un grand plaisir. Merci à tous et bienvenue donc dans cette troisième rencontre de notre cycle de petites leçons de ville, consacrée cette année aux matériaux. Vous connaissez le titre « Matière de ville, emploi et réemploi des matériaux de construction parisiens ». Il y a eu le bois et la pierre les mois précédents. Il y aura le métal et le béton en juin et en juillet. Et donc aujourd'hui la brique. Et je me dois d'abord de vous faire une petite mise en garde parce que au-delà de la brique, on va s'intéresser aujourd'hui à la terre. Et même plusieurs mises en œuvre de la terre crue, le pisé, la bauge, le torchis. On verra ça encore une fois tout à l'heure. En tout cas, tout ça pour dire que terre cuite et terre crue, c'est un double programme aujourd'hui. C'est donc une petite leçon un petit peu particulière. Pour ouvrir nos discussions, je me tourne vers Thierry Voland. Bonsoir. Vous êtes notamment responsable du développement durable à la Fédération française des tuiles et briques. Et alors, avant toute chose, avant votre petite histoire de la brique, un mot sur la FFBT, Fédération française des tuiles et briques. Qu'est-ce que c'est ? C'est la FFTB, donc la Fédération française des tuiles et briques. Donc c'est la fédération qui représente l'ensemble des industriels de la terre cuite français. C'est une vieille dame puisqu'elle est née en 1936. On a fêté son anniversaire en 2016, mais je pense qu'elle est encore un peu vivace. Donc voilà. Et bien voilà, nous y sommes. Alors vous allez commencer par nous dresser donc un petit historique de la brique des terres cuites. Et c'est à vous Thierry Voland. D'abord, bonjour à tous. Donc, je vais essayer de dresser un petit panorama historique de l'histoire de la brique et son utilisation à travers les âges. Je crois qu'il faut garder en mémoire déjà que l'utilisation des matériaux en architecture inscrit le bâtiment dans un contexte social et culturel, que l'homme a intégré dans le choix des matériaux qu'il a utilisés en architecture, différents critères. Peut-être le premier d'entre eux a-t-il été la disponibilité, la facilité d'obtenir des matériaux, le bois, enfin les matériaux qu'il avait pratiquement sous la main. Puis a suivi des critères plus techniques, de résistance, de caractéristiques techniques et de performance technique du matériau. A suivi également donc l'aspect coût de la construction. Et puis peut-être le dernier dont on parle le plus aujourd'hui, c'est le caractère environnemental, le caractère développement durable des matériaux que l'homme utilise. À ces critères purement objectifs, rationnels, s'ajoute un autre. La relation qu'entretient l'architecte, et je dirais même parfois l'artiste, avec le matériau. Avec la charge émotionnelle, la charge sensible que contient le matériau. Et la facilité à révéler cette charge émotionnelle et cette sensibilité du matériau. Dans nos matériaux, on parle de peau du matériau, donc pour vous dire le caractère sensuel du matériau. Et puis, on va parler de la terre crue. Je crois que tous ont manipulé de la pâte à modeler, de la terre crue dans leur enfance et gardent en souvenir l'émotion que ça procure. Voilà, donc c'était juste pour vous rappeler le contexte social et culturel, la charge émotionnelle. En fin de compte, dans l'acte d'architecture, se croisent et se joignent le contexte et le concept. Donc, tout ça pour vous dire aussi, et pour un peu donner du lien à cette soirée, que l'histoire de la brique cuite se confond avec celle de la brique crue, puisque au début de l'humanité, en fin de compte, on ne parlait que de briques crues. Donc cette brique crue, en fin de compte, et dans l'histoire de l'humanité, l'utilisation des matériaux a commencé par empiler des matériaux les uns sur les autres pour édifier un muret, un édifice. Donc l'homme avait inventé la maçonnerie. Puis après, en fin de compte, en utilisant, il s'est vite aperçu que pour avoir une maçonnerie stable, avoir un travail plus facile, au lieu d'utiliser des pierres irrégulières qu'il fallait tailler, assembler, monter, il était plus facile d'utiliser par exemple de l'argile crue, de la terre crue, de la mouler, de fabriquer des éléments réguliers, de taille régulière et de les assembler.
Donc il avait inventé la maçonnerie, et cette maçonnerie, dans le premier temps, c'était une maçonnerie de terre crue, avec ce qu'on appelle une brique de terre crue, qu'on appelle l'adobe. La cuisson, l'apparition de la cuisson de l'argile, enfin, qui a commencé au premier temps de l'humanité, c'est-à-dire au temps du néolithique, hein, puisque l'histoire de la brique se confond également avec celle de la céramique, de la poterie. Donc, a donné l'idée donc de cuire l'argile, d'obtenir donc des briques de terre cuite et de les assembler. Et puis à l'écran, vous avez donc un monument, puisqu'en fin de compte, l'histoire de la terre cuite a commencé au Moyen-Orient, en Mésopotamie, alors que la terre crue a commencé donc 50 siècles avant Jésus-Christ. On a tous en tête donc les fondations, les murs de Jéricho, hein, qui étaient en terre crue. Véritablement, l'utilisation de la terre cuite a commencé autour de 4000 ans, 5000 ans avant Jésus-Christ. Vous avez ici sous les yeux un exemple d'un ziggurat, qui était donc un édifice qu'on trouve à Ur, donc actuellement l'Irak, hein, qui date de 2100 avant Jésus-Christ et qui a utilisé plus de 720 millions donc, de briques. Donc vous voyez la main-d'œuvre et le temps qu'il a fallu pour construire un tel édifice. Donc au Moyen-Orient toujours, donc, alors je crois que sous les yeux vous avez donc la porte d'Ishtar, bien connue, donc à Pergame, donc, qui est en l'actuelle Turquie. Et donc on a commencé à utiliser de la brique de terre cuite, à la fois pour des ouvrages d'habitation, mais également pour des palais. Et vous avez peut-être un des plus beaux exemples sous les yeux de l'utilisation de briques émaillées, vernissées, donc avec un vernis, des émaux. Et alors ce qui est peut-être le plus étonnant, c'est que en fin de compte, la technologie de ces briques a peu varié, que nos fabricants actuels fabriquent de telles briques émaillées, et que si on retirait une des briques de cet édifice, de ce palais, et qu'on la remplaçait par une brique actuelle, ou inversement, on verrait très peu de différence de qualité, de résistance entre une brique produite il y a 5000 ans avant Jésus-Christ et une brique produite aujourd'hui. Donc, l'introduction de la brique en Europe est due, c'est fait par les Grecs et par les Romains. Alors, les Grecs utilisaient donc la brique de terre cuite pour la construction de différents édifices, à la fois civils, religieux, temples, mais ne considéraient pas que c'était un matériau très noble. Donc, le plus souvent, il la recouvrait, il la cachait, il la masquait, un matériau plus noble que des parements de marbre ou de matériaux plus précieux. Contrairement aux Romains, qui eux, et c'est vraiment les Romains, c'est un peuple d'ingénieurs donc qui utilisaient à la fois pour des ouvrages civils, mais aussi pour des ouvrages domestiques, des maisons d'habitation, mais des ouvrages civils et des ouvrages de génie civil. Donc ils ont utilisé la brique pour des aqueducs, pour des ponts, pour toutes sortes de termes, pour toutes sortes d'applications, avec des ouvrages qui perdurent et qui sont encore debout aujourd'hui. Donc vous avez sous les yeux un des plus bels exemples peut-être, qui est le pont du Gard, qui n'a plus sa fonction d'aqueduc, sa fonction d'origine, mais qui est toujours là, qui est toujours stable et résistant. Vous avez sous les yeux également donc, un exemple de brique romaine qui pouvait avoir des formes très variées. La plus connue, c'est la parallélépipédique que vous avez sous les yeux, forme carrée, mais on pouvait en avoir des rectangulaires, on pouvait en avoir des triangulaires et également des circulaires. Donc la brique s'est développée dans le monde romain, mais le monde romain a été agressé, envahi par les invasions barbares. Donc le monde romain, ça a décliné. Et parallèlement à ce déclin, la brique elle-même a décliné. Donc l'utilisation de la brique a pratiquement disparu dans le monde romain, dans l'Empire romain, ne perdurant que dans l'Empire romain byzantin, dans le monde byzantin, et tous les pays qui étaient sous son influence, dont le plus connu sont l'Espagne, l'Espagne mauresque, etc. Et puis en Italie également, dans les régions de Ravenne. Donc, où là, vous avez aussi des très, très beaux exemples d'utilisation de briques, que ce soit dans la grande mosquée de Cordoue ou dans le palais de l'Alhambra à Grenade. La brique, heureusement pour nous, est réapparue en Europe. Donc, on ne sait pas vraiment pourquoi là, pourquoi pas ailleurs, comment elle est réapparue. Toujours est-il qu'elle est réapparue par les Pyrénées,
et qu'elle a été réintroduite en France, du moins, par le sud de la France. Et vous avez sous les yeux donc peut-être les plus beaux symboles. Et quand on vous parle de briques, on pense tout de suite à Toulouse, à la Ville Rouge, etc. Donc Albi, Toulouse, donc toutes ces villes qui ont utilisé la brique. Alors on explique cette réapparition de la brique dans le monde romain de plusieurs façons. Alors ce sont souvent des hypothèses, mais on explique la localisation de réapparition de ces briques à l'existence d'ordres monastiques, de couvents, parce qu'en fin de compte, la fabrication des briques exige une organisation sociale assez développée, rigoureuse, qu'avait mis à bas, en fin de compte, la chute de l'Empire romain, qui par la chrétienté, en fin de compte, l'apparition des ordres monastiques, on a restauré cet ordre social, cette organisation sociale. Pourquoi ? Parce que les monastères avaient plus que tout à chacun l'accès aux ressources, la tourbe, le ramassage du bois comme combustible des fours, possédaient leurs fours, donc toutes les prémices d'une organisation et de la restauration d'une organisation qui étaient indispensables à la production de briques. Puis j'en viens donc à l'époque moderne, en sautant plusieurs siècles, puisque en fin de compte, l'époque moderne a vraiment vu, la révolution industrielle, a véritablement vu la production industrielle des briques, avec le savoir-faire un peu fou parfois des ingénieurs qui ont tenté de mécaniser, d'inventer des machines qui reproduisaient tous les gestes manuels de production de la brique. Alors ça allait de la découpeuse à l'estampage de l'argile, ça allait à des moules, à des presses pour les tuiles, ça allait à des filières pour la fabrication des briques. Alors vous avez sous les yeux une des briqueteries qui existe toujours, des tuileries qui existent toujours en Augervilliers. Alors vous voyez quelques exemples de machines un peu folles que nos ingénieurs savent produire. Et puis donc l'époque moderne avec l'époque contemporaine et l'utilisation de la brique à la fois pour des maisons d'habitation. On a tous en tête un peu les maisons, les logements collectifs en briques rouges qui ceinturent Paris, donc à la fois dans les années 30, et puis dans l'époque moderne qui a suivi la guerre, en particulier la Seconde Guerre mondiale, un peu le déclin de la brique au profit du béton. Il fallait construire vite, haut, des logements collectifs, et en fin de compte, on a un peu cette vision de tout béton. La renaissance de la brique, avec le développement de la maison individuelle dans les années 70, ce qu'on a appelé Albin Chalandon les chalandonnettes. Donc c'est vraiment l'essor et la production en masse de maisons individuelles avec le matériau de choix pour la production de maisons individuelles qui est la brique de terre cuite. Toujours aujourd'hui, puisque une maison sur deux individuelle est produite en terre cuite. Donc, pour le logement collectif, le béton domine encore, mais 30%, près d'un tiers des logements collectifs sont produits en briques de terre cuite également. Donc le XXe siècle, avec, je viens d'en parler, des cités qu'on a toutes en tête dans le XXe, autour de Paris ou intramuros, et l'utilisation de la brique. Donc, pour ses qualités de durabilité, d'absence d'entretien, parfois associées donc, à une structure porteuse en béton. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous avaient en tête que, par exemple, l'Empire State Building à New York est construit en briques. La structure, donc poteau, l'ossature est en métal, ce sont des poutrelles d'acier, et le remplissage donc, est réalisé à l'aide de briques de terre cuite. Alors c'était à l'origine des briques pleines, et puis justement, à cause de la charge et de l'élévation des tâches supérieures, on a eu l'idée de les perforer pour les alléger, donc avec des briques pleines, mais avec une alvéole, une perforation donc au centre de cette brique. Donc le XXe siècle, j'en ai parlé, le développement du béton, donc j'en ai parlé également. Donc, et puis, on n'en parlera pas ce soir, mais sachez que quand on parle de terre cuite, il y a également de la brique, et on parlera également des produits qui sont dérivés de la brique, qui sont les produits de Parement. Alors, le XXe siècle et le XXIe siècle ont donné donc de merveilleux exemples de créativité d'utilisation de cette brique. Donc à la fois en parement, alors parfois on voit
en structure où la plupart du temps, donc, en structure, le produit est enduit d'un revêtement, donc on ne voit plus qu'il est constitué de briques. Mais vous voyez ici, donc, sous les yeux, donc, de beaux exemples d'utilisation de briquettes ou de produits de parement, donc, au coloris infini, à la texturation infinie. Donc, j'avoue que nos industriels ont beaucoup d'imagination et répondent vraiment à tous les besoins et à tous les désirs donc, des utilisateurs. Alors merci pour ces belles images, Thierry Voland. Donc on a vu des exemples de bâtiments. Et là, je vois que la question d'ailleurs, elle vient de passer sur notre écran. C'est le moment de s'interroger sur le matériau. Alors, c'est quoi parce que j'en ai pas parlé, effectivement. Alors, de façon un petit peu provocante, l'intitulé de la soirée est rédigé de la sorte. Pas de terre, pas de briques. Moi, je dirais pas de terre, pas d'eau et pas de feu. Donc, les trois éléments sont réunis, auxquels on rajoutera peut-être le vent, puisqu'il faut sécher à différentes étapes de la fabrication de la terre cuite, donc le produit. Mais voilà, mais c'est vraiment un produit qui est né de la rencontre de ces quatre éléments, donc, qui est un produit naturel dont je vais essayer de résumer un petit peu les grandes étapes de fabrication et en quoi il est fait. Donc la terre cuite, bien sûr, je l'ai dit en introduction de cette soirée, c'est de l'argile. L'argile, c'est un matériau merveilleux, puisque vous avez tous en tête donc, cette pâte à modeler, donc cette capacité à prendre des formes variées, à répondre donc à la sollicitation de la main. Donc d'abord c'est un matériau qu'on saisit, qu'on touche, qu'on a en main, qui est à la portée de main, comme la brique, qui est à la mesure de la main. Donc l'argile, c'est un matériau merveilleux, mais qui a une contrainte forte. Eh bien, à la cuisson et au séchage, il va bouger, avoir des variations dimensionnelles très importantes. Donc cette argile, on la rencontre abondamment sur la croûte terrestre, puisqu'elle est constituée de silice et d'alumine. C'est les deux constituants principaux de l'écorce terrestre. Alors il en existe des variétés multiples d'argile. Vous avez tous en tête donc, le kaolin, qui est la base de la céramique, de la porcelaine. Alors ce n'est pas du kaolin qu'on va utiliser pour la fabrication de nos produits, mais une variété, donc des argiles kaolino-illitiques qui vont être utilisées. Donc, la terre cuite, on le verra, elle est née de l'argile, elle est née de la terre crue, mais par contre, elle n'a plus rien à voir avec la terre crue, au final, puisque c'est le process de cuisson qui va lui donner toutes ces caractéristiques, qui va faire de la brique de terre cuite ce qu'on appelle un nouveau matériau, qui est le matériau céramique. Et qu'en fin de compte, les petits grains que vous voyez d'argile, en fin de compte, ils vont, au cours de la cuisson, coalescer, donc se rencontrer, fusionner les uns aux autres, pour donner une phase vitreuse, enfin je ne rentre pas dans les détails, mais un nouveau matériau, proprement dit, qui est le matériau céramique, et qui va acquérir donc ses performances de résistance, de porosité, etc. Donc le véritable matériau céramique. Insensibilité à l'eau, bonne résistance mécanique. Ce matériau, à notre époque, ce matériau moderne, donc que ce soit des briques, des tuiles, des boisseaux, des produits de parement, en fin de compte, comme tous les matériaux de construction, depuis 1988, la directive des produits de construction, qui a été remplacée par le règlement de produits de construction, il est soumis à une foultitude de tests, puisque, en fin de compte, il est soumis à ce qu'on appelle le marquage CE, que vous rencontrez sur plein de produits, et en particulier les produits de construction, et qui plus est aussi une marque de qualité qui s'appelle la marque NF. Donc tous nos produits ont le double marquage, CE et la marque NF, marque de qualité, et à ce titre, donc, ils sont soumis à une batterie de tests dont je ne vous détaillerai pas les détaillerai pas, donc résistance mécanique, test de gel, etc., etc. Comment ce produit est-il fabriqué ? Il faut extraire l'argile, donc ça se fait en carrière. Nos industriels sont propriétaires de leur carrière, donc exploitent leur carrière, pas continuellement dans l'année, par campagne d'extraction, donc ils vont faire des campagnes d'extraction de l'argile. Cette argile va sécher naturellement, perdre de l'humidité. On va donc la malaxer, mélanger parfois plusieurs argiles d'une même carrière pour avoir des caractéristiques précises.
Donc on va préparer une pâte argileuse. Donc on va soit lui adjoindre de l'eau, ou si la terre est suffisamment humide, on va l'utiliser telle qu'elle. Et puis, une fois qu'on a cette pâte plastique, on va la mettre en œuvre. Donc c'est l'étape qu'on appelle le façonnage, le moulage, alors qui est très différent d'une brique à une tuile. Donc on va malaxer cette pâte et on va la faire passer, donc pour le cas d'une brique, dans ce qu'on appelle une filière. Des filières, pour ceux qui fabriquent des pâtes alimentaires, vous en avez tous vu. Hein, ça ressemble beaucoup à la fabrication des pâtes alimentaires. Donc on fait passer sous pression donc l'argile et avec de la vapeur d'eau pour faciliter les tirages, donc cette pâte argileuse dans une filière pour fabriquer une brique avec des alvéoles. Puisque de nos jours, en fin de compte, avec les contraintes thermiques et la performance thermique est attendue au niveau du produit, donc on va avoir des briques alvéolaires. C'est le produit le plus vendu, donc la brique alvéolaire, la brique à perforation verticale ou horizontale, vous le verrez. Donc ce produit cru, donc vert, dit-on dans notre profession, donc en argile, il va falloir le cuire. Donc, premièrement, le sécher, parce qu'il a encore environ 10% d'eau, et si on introduisait un produit avec 10% d'eau dans un four, il aurait la bonne idée d'éclater. D'abord, il faut le sécher, il faut contrôler le séchage, parce que comme je vous ai dit, une des caractéristiques et un des défauts, un avantage, mais aussi un des défauts de l'argile, c'est l'immense retrait qu'elle peut prendre au moment du séchage, du départ de l'eau. Donc il faut maîtriser ces variations dimensionnelles. Donc on va le sécher progressivement, et une fois qu'il aura atteint 2-3% d'eau, on va pouvoir le cuire. Et là encore, avec précaution. Précaution dans un four long, tunnel, avec des cycles de cuisson qui peuvent durer une dizaine d'heures, donc un processus très long, pour aboutir au matériau final qu'on va palettiser, contrôler dans un laboratoire, etc., et pouvoir être utilisé. Je passerai plus vite sur notre fédération. Donc, nous représentons, je l'ai dit en début de cet exposé, donc l'ensemble des industriels français. Alors sachez que, ça peut paraître beaucoup, 96 adhérents, donc on s'en réjouit. Malheureusement, ou heureusement, l'essentiel de la production à ce jour est assuré par 5 grands groupes industriels. Donc, vous voyez qu'ils représentent 95-98% de la production française. Donc, au début du siècle, rien qu'à Toulouse, il y avait plus de 700 briqueteries donc à Toulouse. On a tous en tête, et si on se balade un peu en région parisienne, on a tous une rue de la briqueterie, une rue de la tuilerie. Donc toutes ces petites briqueteries et tuileries ont disparu. Il en reste des petites qui se sont concentrées sur des marchés de niche, des produits de parement, des produits pour la restauration, les monuments historiques, et qui arrivent toujours à vivre sur ces marchés de niche. 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, mais on est plutôt maintenant à 800 millions après la crise de la construction qu'on a rencontrée, et 5 000 emplois induits, mais 100 000 emplois, 5 000 emplois directs et 100 000 emplois induits, parce qu'on fournit de l'activité donc aux plaquistes, aux maçons, aux couvreurs, etc. Donc je parlerai assez vite, je passerai assez vite sur les tuiles, mais sachez que des tuiles, il y en a de toutes sortes, des briques aussi, donc des briques de structure, avec le produit phare, en fin de compte, près de 2 millions de tonnes qui sont produites, avec une part qui est exportée, avec 3 types de briques qu'on rencontre. La brique, maintenant la plus vendue, qui est la brique de 20 cm alvéolaire à perforation verticale, c'est celle que vous avez en bas de l'écran à gauche. Une innovation qui est apparue dans les années 70-80. Alors, cette brique alvéolaire de 20 cm, elle a de très bonnes performances thermiques, mais on doit lui adjoindre une isolation complémentaire pour atteindre les niveaux réglementaires de la RT 2012, la réglementation thermique. Contrairement à la brique qui s'est développée à la fin des années 70, début des années 80, qui est la brique monomure. En fin de compte, vous voyez que la brique monomure, elle est beaucoup plus large, c'est celle que vous avez à droite de l'écran, donc assez épaisse. Elle est beaucoup plus large que la brique de 20 cm, puisqu'elle peut atteindre 30, mais plutôt 37,5, voire 42 cm d'épaisseur, et que cette largeur, que le dessin de ces alvéoles, en fin de compte, lui confère des propriétés thermiques et une résistance thermique qui lui sont suffisantes pour être montées seules dans le mur, sans ajout donc d'isolation complémentaire.
Donc c'est ce qu'on appelle l'isolation répartie, qui a été l'avantage. Donc pas besoin d'isolant, pas besoin de laine de verre, pas besoin d'isolant complémentaire. Et puis vous avez un autre produit qui fait partie aussi des briques, qui est la brique plâtrière, la brique de cloison, et qui, je ne dois pas vous le cacher, est en fort déclin, puisqu'en fin de compte, vous avez tous en tête, enfin, comment on fait une cloison dans un appartement maintenant, c'est plus du placo plâtre que de la brique plâtrière. Vous avez de la brique apparente, et c'est celle que vous voyez, qu'on va voir, et qui est peut-être le plus sensible au niveau de l'esthétisme, puisque c'est celle qu'on voit, donc la brique pleine. Alors la brique pleine, elle est peu utilisée en France, en tout cas au niveau de murs de structure. Elle est beaucoup plus utilisée dans les pays du Nord, en Belgique, où on fait des murs simples, moins, mais plutôt des murs doubles, donc avec de la brique pleine. La brique perforée, on en a parlé. Et voilà, alors maintenant qu'on connaît ces différents produits de la terre cuite, qu'on a vu des exemples d'utilisation, vous m'avez spoilé une fois de plus, et qu'on connaît en plus sa composition, alors qu'est-ce qui nous amène concrètement à choisir la brique? Pourquoi utiliser la terre cuite? Alors, les raisons d'utiliser la brique de terre cuite, elles sont d'abord techniques. Donc l'architecte, l'ingénieur, quand il a le choix des matériaux, il va avoir un cahier des charges techniques. Peut-être le premier d'entre eux, premier critère technique qu'il a en tête, et ce qu'on demande à nos produits de nos jours, c'est une grande performance thermique et une résistance au feu. D'abord, naturellement, donc la terre cuite a une bonne propriété d'isolation thermique, une bonne résistance thermique. Donc c'est ce qu'on voit ici, avec une bonne résistance thermique. Donc, et pour la renforcer, cette résistance thermique, on va créer du vide dans nos produits, des poches d'air. Et pour ce faire, on va adjoindre à la pâte argileuse dont j'ai parlé ce qu'on appelle des porosants, c'est-à-dire des produits qui vont s'éliminer lors de la cuisson, mais sans risque pour la santé. Alors c'est des copeaux de bois, c'est des bouts papetières, etc., qui vont donc lors de la cuisson se décomposer et créer dans le matériau des poches, des alvéoles d'air. Donc l'air, c'est un très bon isolant, c'est peut-être le meilleur, donc c'est sûrement le meilleur. Donc on va avoir des produits qu'on appelle allégés, des produits porosés, et qui vont avoir des performances thermiques bien supérieures à celles de matériaux qui n'utilisent que de la terre cuite. Donc des performances thermiques qui n'ont cessé d'évoluer, alors par l'utilisation des porosants, par le dessin des alvéoles, donc qui va être optimisé, et typiquement, donc c'est ce que j'ai mis dans ce slide, entre 1975 et 2010, la performance thermique de nos produits a été multipliée quasiment par 3. Une bonne résistance également au feu, une bonne tenue au feu, donc qui permet d'utiliser la brique aussi sur plusieurs étages. Et puis, une grande qualité, c'est comme je vous l'ai dit, ce matériau est né de matériaux naturels, sans adjonction de composés organiques. Donc, ce matériau, en cas d'incendie, ne dégage ni COV, ni aucun gaz, ni aucun polluant toxique pour l'humain. Une bonne résistance mécanique, j'ai rappelé donc la résistance mécanique à l'écrasement des produits qui peut varier de 2,3 à 30 mégapascales et qui est très largement surdimensionnée par rapport aux besoins de construction d'un édifice ou d'une maison. Toujours des raisons techniques, mais qui sont plus modernes. C'est qu'on demande, je l'ai dit aussi en préambule de cet exposé, on demande maintenant à nos produits d'avoir de bonnes performances environnementales et sanitaires. Donc nos produits, ils sont couverts par des fiches de données environnementales et sanitaires. Donc bien sûr, peut-être l'un de leurs faiblesses, c'est qu'ils sont énergivores. Je vous l'ai dit, pour que le matériau acquiert toutes ses performances, il faut le cuire. Il faut le cuire à haute température, puisque nos produits, les briques en l'occurrence, sont cuites à plus de 800 degrés. Donc ce n'est pas le petit four de cuisine que vous avez dans votre cuisine, ce sont des fours industriels. Donc, et encore plus pour des tuiles, puisque pour les tuiles, il faut monter jusqu'à 1200 degrés pour que la tuile acquiert toutes ses propriétés d'imperméabilité à l'eau. Donc, ils ont besoin d'énergie, mais c'est tout ça leur confère leur performance. Et qui plus est, cette énergie qui est consommée doit être contrebalancée avec la durabilité de ces produits.
Ces produits, vous l'avez vu, j'en fais la démonstration avec les photos que je vous ai présentées, ils ont des durées de vie exceptionnelles. Elles ont des durées de vie qui sont de plusieurs siècles. Donc cette énergie qu'on a investie, en fin de compte, elle est largement amortie par la durée de vie de ces produits. Donc des durées de vie extrêmement longues. Concernant les autres consommations, que ce soit en eau ou en ressources, c'est optimisé. Très peu d'eau est nécessaire à la fabrication des produits et très peu d'argile est nécessaire aussi également à les recycler dans la fabrication du matériau. Tous les déchets de fabrication sont recyclés. Et qui plus est, le savez-vous, l'argile peut être considérée comme un matériau renouvelable, puisque en fin de compte, la création de l'argile est née au premier temps de la Terre, mais en fin de compte, la Terre est en constante évolution. La production d'argile est continue sur la Terre. Les montagnes s'érodent et de l'argile est tous les jours déposée dans le fond des rivières, dans le fond des fleuves et s'accumule dans les barrages. Et enfin, ce qu'on cherche à faire dans notre profession, c'est de valoriser aussi cette argile qui n'est pas à ce jour utilisée. Faible entretien des bâtiments, quasiment nul, et recyclabilité, je vous l'ai dit. J'en viens à peut-être la raison qui vous importe le plus, s'il y a beaucoup d'architectes dans la salle, c'est les raisons architecturales, les raisons esthétiques qui peuvent pousser l'architecte, l'ingénieur, à choisir la terre cuite plus qu'un autre matériau. C'est d'abord l'éventail infini, multiple des solutions constructives qui s'offrent à l'architecte. On peut utiliser donc la brique de plein de façons différentes pour édifier un mur avec une isolation par l'extérieur, une isolation par l'intérieur. Je vous l'ai dit, on peut également utiliser des briques à isolation répartie en s'affranchissant d'un isolant supplémentaire. On peut utiliser donc des briques apparentes en mur simple, en mur double. On peut utiliser des produits de parement que sont les briques, mais que sont également les plaquettes qu'on va coller sur un édifice. Donc une variété de solutions constructives très importantes. Et puis là, vous le lirez à tête reposée peut-être sur l'exposé, mais voilà, ce dialogue amusant que Louis Kahn a inscrit dans un de ses ouvrages Silence et Lumière, où il donne la parole à une brique. Cette brique veut être une voûte, et l'architecte lui répond, et j'ai trouvé ce dialogue entre un architecte et une brique assez cocasse. Oh, voilà, donc maintenant peut-être l'aspect plus ludique de ma présentation, celui qui parle à vos yeux, peut-être à votre cœur aussi, à votre sensibilité, à travers différents exemples. Vous avez sous les yeux donc la Cité internationale de Lyon, donc, qui utilise des produits de parement, et je crois qu'un des plus beaux exemples, c'est d'ailleurs le lieu qu'on avait choisi pour fêter notre anniversaire en 2016. Donc peut-être le lieu où les produits de parement sont le plus magnifiquement mis en valeur. Puis vous voyez d'autres travails où la toiture se confond avec le mur, où l'architecte a également utilisé toute la possibilité de donner du relief à la façade. Alors de façon peut-être moins spectaculaire, l'utilisation de la brique dans des maisons d'habitation. Alors je vous l'ai dit, la brique pleine, mais qui est un peu moins usitée en France, mais la maison traditionnelle qui est vraiment le produit qui utilise le mieux la terre cuite, que ça soit en couverture, avec des tuiles de terre cuite ou de la brique de structure. Là, typiquement, c'est des briques de 20 cm. Et puis, pour revenir à des exemples beaucoup plus exceptionnels, vous avez ici d'autres exemples où l'architecte vraiment a utilisé les produits de parement en moucharabier. Enfin, du moucharabier, on en parlait avec mon collègue tout à l'heure. Donc vraiment une infinité de formes, de couleurs, de créativité avec nos produits. En intérieur, vous voyez, donc l'utilisation de briques de parement aussi en intérieur, avec des jeux d'espace, l'utilisation de la brique pour créer des jeux d'espace, de volume, de transparence de lumière, d'arrivée de lumière.
très, très créatif dans un appartement. Et aussi cet aspect, alors on dit toujours, parfois on dit, j'oppose pas les matériaux les uns aux autres, hein, mais on dit souvent le bois c'est chaleureux. Donc je ne sais pas si c'est vous. En tout cas, quand on voit cette photo, eh bien, je pense que les coloris, la texture, la structure de la brique donne toute sa chaleur aussi à l'habitat intérieur. Également, d'autres exemples, vous voyez, hein, des voûtes, hein, la voûte chère à Louis Kahn, ou ici une voûte perforée. Donc, voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, n'étant ni architecte ni historien, j'espère que je vous ai donné quand même quelques petits éléments, quelques petits repères. Donc, Merci beaucoup Thierry Voland, merci, on vous applaudit.